Bonsoir, vous suivez le 20h du dimanche. À la une, l'Est de la RDC qui peut parler du pays, la communauté internationale choquée par les attaques de l'armée rwandaise et de ses alliés M23 contre les populations civiles regroupées dans des camps des déplacés. Une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette question vient de se tenir. La ministre congolaise des Affaires étrangères y a pris la parole. Et puis le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a exprimé à l'issue d'une réunion son immense douleur suite à l'assassinat du gouverneur militaire du Nord Kivu. Ils exhortent les ressortissants de ce coin du pays à rester unis pour défendre la province et le pays. Des ambulances en situation d'urgence se retrouvent souvent bloquées en cours de route. Ça se passe à Kinshasa, capitale de la RDC. La cause est bien connue. Pas de voie prioritaire. Ce déficit a inspiré ce dossier de ce journal magazine. C'est tout pour les titres. Place à l'actualité. La ville de Goma s'est réveillée comme d'habitude dans le calme ce dimanche. Cependant, l'armée rwandaise a de nouveau visé des civils. Une bombe larguée dans un camp de déplacés de guerre, faisant des victimes parmi les enfants. Les FARDC sont en ligne de front sur place. Elles continuent la contre-offensive pour défendre le territoire national et bouter ainsi dehors l'ennemi. Nous reviendrons sur ces images dans nos prochaines éditions. Réunion spéciale du Conseil de sécurité sur l'Est de la RDC. Thérèse Kaikwamba, ministre congolaise des Affaires étrangères, a déclaré ceci. La République démocratique du Congo attend de ce Conseil d'agir avec diligence pour stopper la guerre. Les nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13. Une agression barbare à Goma, a-t-elle ajouté. Les troupes de la RDC défendent la population. Les humanitaires sont par contre pris en otage par les rebelles. Cette attaque du Rwanda touche l'Afrique tout entière. L'agression ne vise pas que la RDC, mais également les soldats de la paix. Chers membres du Conseil de sécurité, le monde vous regarde, a dit la ministre avant de poursuivre en ces termes. Ces attaques de l'armée rwandaise créent un nouveau drame humanitaire. Voilà donc un extrait de la ministre que je vous laisse suivre tout de suite après ces images. Donc extrait de l'intervention de la ministre. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Voilà, situation sécuritaire de l'Est de la RDC, évolution des opérations militaires et mobilisation générale. Il en a également été question au cours du briefing de presse animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, avec à ses côtés le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Donc, c'est Jacques Kibawa qui a commenté cet élément. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème « Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, évolution des opérations militaires et mobilisation générale ». Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi a affirmé que les FARDC ne laisseront pas l'armée rwandaise entrer à Goma. Mais nous sommes en guerre. Même si je dis que la guerre n'a pas commencé, c'est en termes d'intensité. Mais aujourd'hui, puisque même le vice-gouverneur l'a dit,
Est-ce qu'ils ont déjà combattu en vue, dans les centres urbains, dans une ville comme Goma? Le ministre venait de le dire. Est-ce qu'ils ont déjà livré bataille au centre-ville? Non. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. Quant à la mort du général, Peter Chirimwami Nkuba, le porte-parole de FARDC, indexe le Rwanda d'être auteur de cet assassinat. Le général Chirimwami a échappé à la mort 24 fois. Et il est mort la 25e fois. Et parmi les 24 fois, je sais, les Rwandais ont cherché à l'éliminer depuis toujours. Il est, comme les deux ministres qui sont ici, comme moi, peut-être aussi comme vous, comme certains journalistes ici, l'ennemi juré des Rwandais. Et ce sont ces Rwandais qui véhiculent ce venin-là dans l'opinion congolaise. Et le premier tweet est venu du numéro 1 des renseignements militaires rwandais. Ça passe ou ça casse. Ce sera la plus grande bataille que la RDC n'a jamais connue. Saké sera le cimetière pour tous les militaires rwandais envoyés en RDC. Ils ne retourneront plus ou jamais au Rwanda car saucissonnés en République démocratique du Congo. L'heure est désormais à la mobilisation générale. Julien Paluku Kaondia, ministre des Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu, estime que l'ultimatum de 48 heures lancé par le M23 RDF est une manière de se réorganiser, d'où les FARDC doivent les traquer sérieusement. Qu'est-ce qui justifie la bataille de Saké? C'est pour avoir un couloir par lequel ils doivent aller vers Calais. Et les forces armées sont suffisamment informées. C'est pourquoi toutes les tentatives de prendre la cité de Saké, on les laisse d'ailleurs, ce n'est pas des stratégies qu'on va dévoiler ici. Ils y viendront et arrivés là-bas, ils disparaissent de là et on les laisse encore venir. Ils viendront vers Saké, on les extermine là-bas, on les laisse encore venir. Jusqu'à ce que finalement il y aura un cri de cœur au Rwanda pour dire mais où sont partis nos enfants? Laissons cette guerre qui n'a pas encore commencé par Saké et ça sera inscrit dans l'histoire du Rwanda que c'est là où on a signé la capitulation du Rwanda en République démocratique du Congo. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Tembwe, a appelé les Congolais à ne pas laisser la place à la machine de manipulation mise en place par les Rwandais. Jamais le Rwanda ne gagnera le Congo. Ils seront dilués. Même s'ils ont toujours des complices ici, ils seront dilués. Il faut bien qu'il s'assure qu'après lui, il n'aura pas sémé les décors de la destruction des relations entre les enfants rwandais et les enfants congolais, qui n'ont besoin que de vivre ensemble, parce que naturellement, nous sommes voisins. Un frère, même si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, vous êtes liés avec eux, nous sommes liés. Donc il faut qu'il arrête d'empoisonner les futurs de ses enfants. Parce que cette guerre met des blessures dans chaque Congolais. C'est pour ça que, pris par la peur, il raconte partout qu'il y a les discours de la haine au Congo. Il n'y a pas de discours de haine au Congo. C'est le travail qu'il fait qui va occasionner, qui va créer de la rancune. Et lui, comme président, ne devrait jamais porter une telle responsabilité parce qu'il est passager, comme tout le monde. Le constat est sans équivoque. Le peuple congolais n'est plus dupe. Il n'est plus naïf. Il voit et il comprend. Si le président rwandais voulait la paix, il aurait dû venir à Luanda, véritablement. Il n'est pas venu. Dans son langage, dans ce qui se passe sur le terrain, il montre qu'il veut la guerre. Et Général Alobiawa, il aura. Parce que ces 100 millions de Congolais ne sont pas côté les mains. Bazala Makasi. Unis comme un seul homme et autour de son commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple congolais va défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Et je l'ai dit dans les titres, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a exprimé à l'issue d'une réunion son immense douleur suite à l'assassinat du gouverneur militaire du Nord Kivu. Ils exhortent les ressortissants de ce coin du pays à rester unis pour défendre la province. Animbalaka, Patrick Badibanga.
Au lendemain de la mort du général-major Peter Chirumwami, les députés nationaux du Nord Kivu se sont réunis au Palais du Peuple pour partager la douleur qui vient de frapper la communauté du Kivu en particulier et les Congolais en général. Sans plus tarder, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a dans un communiqué nécrologique présenté ses condoléances à la famille biologique du défunt, au FARDC, au Wazalendo, ainsi qu'à tous les Kivusiens et au peuple congolais. C'est avec beaucoup d'émotion et de consternation que nous avons appris par la voix du porte-parole des forces armées de la RDC la triste nouvelle de la mort inopinée du gouverneur de notre province, le général-major Chirumwami Kuba Peter, mort survenu le vendredi 24 janvier 2025. L'illustre disparu vient de nous quitter arme à la main pendant qu'il avait jugé d'abandonner son cabinet de travail pour descendre sur les champs de bataille dans le but d'encourager nos forces de défense contre l'agression par les troupes rwandaises avec leurs supplétifs terroristes du M23 qui menacent la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il venait pourtant de recevoir une délégation de notre caucus un jour avant pour discuter de la situation sécuritaire. Les mots nous manquent pour exprimer notre compassion, si ce n'est que présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique, aux volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, à la population du Nord Kivu, plus singulièrement au FARDC et à toute la nation congolaise. La perte du gouverneur de notre province ne doit que raviver la détermination de tous les peuples congolais à rester soudés derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre notre espace vital afin d'arrêter les prétentions hégémoniques du Rwanda. Paix éternelle, général Peter Chirumwami. Fait à Kinshasa le 25 janvier 2025 pour les caucus des députés nationaux du Nord Kivu, l'honorable Safari Ngani Zejak, président du caucus. Et puis la diaspora congolaise de Bruxelles a longuement réfléchi sur cette crise sécuritaire de l'Est du pays. Il s'agit ici de la classe intellectuelle qui parle dans cet élément. Bruxelles, capitale belge, a été choisie pour le premier échange sur les défis sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, les principes de droit international ayant été violés au quotidien, a dit le professeur André Mbata. Et même au sens même du droit international, un État voyou. Un État voyou, c'est un État qui ne respecte aucune norme, aucun principe de droit international. Rien de tout, ni la Charte des Nations Unies, ni l'acte constitué de l'Union africaine, aucun de ces actes n'est respecté actuellement par cet État voyou du Rwanda. L'unité nationale, c'est le deuxième point des échanges entre la diaspora et les éminents orateurs venus pour l'occasion. Tout Congolais a le devoir de défendre son pays. Le professeur Jean-Claude Chilumbai l'a expliqué à la diaspora congolaise présente dans la salle. Nous allons leur prouver que nous sommes un peuple digne de son honneur. Et nous avons formé les militaires pour ça. Nous les préparons pour la souveraineté de notre pays. Le dernier à prendre la parole était l'ambassadeur de la République démocratique du Congo Benelux, Christian Dongala. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel, comme je viens de le dire tout à l'heure, à vous, mes très chers compatriotes, pour une mobilisation tous azimuts autour de cette cause commune qui est la protection de la souveraineté de notre pays. Il est à noter que défendre son pays, où que l'on soit dans le monde, passe par le refus de diffuser des informations décourageantes pour nos forces armées et nos compatriotes. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC au cœur d'une réunion de crise est celle du Conseil supérieur de la défense élargi présidé à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Tshisekedi. Le chef de l'État revenait d'une mission officielle à Davos en Suisse, sélection d'Ekibambe Somoïsa.
Davos, en Suisse, a abrité du 20 au 24 janvier 2025 la 55e édition du Forum économique mondial. La République démocratique du Congo a été représentée au plus haut sommet de l'État par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé en début de semaine dans cette ville des Alpes suisses pour participer à cette rencontre annuelle constituant l'un des événements phares de l'actualité économique et sociale dans le monde et qui a réuni 3000 participants issus du monde politique, économique, scientifique et culturel. C'est à ce forum économique mondial que le président de la République a annoncé la création à RDC de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde appelée le couloir vert Kivu-Kinshasa, connu sous le nom de réserve du fleuve Congo, pour protéger les forêts primaires tropicales dont dispose la RDC. Il s'agit, a souligné le chef de l'État, d'un projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et stimuler le développement économique. Aussitôt revenu à Kinshasa dans la nuit de jeudi 23 janvier 2025, au terme de sa mission officielle à Davos, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Galema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, victime de l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre, ministre chargé de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita et de l'Intérieur Jacquemain Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à la réunion du Conseil supérieur de la Défense élargi, présidé par le chef de l'État, ainsi que le Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Vendredi le 24 janvier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé à la Cité de l'Union africaine la réunion du Conseil supérieur de la défense élargi. Au cours de cette réunion, le président de la République a donné des instructions fermes pour que les forces d'agression soient traquées jusque dans leur dernier retranchement et qu'elles soient repoussées très loin de Goma, a indiqué le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, qui a aussi annoncé avec regret le décès du gouverneur militaire Nord Kivu, Chirimwami Kuba Peter. La guerre d'agression de l'Est de la RDC, on y a longuement fait allusion en semaine. Ceci revient également dans la sélection des grands moments d'actualité hebdomadaire. C'est la semaine en 5. La situation sécuritaire reste préoccupante dans l'est du pays. Pendant la semaine qui s'achève, les affrontements se sont intensifiés au nord Kivu. Les forces loyalistes, avec à leur côté les Wazalendo, ont repoussé les incursions de l'armée rwandaise et les terroristes du M23, RDF, dont la présence a été signalée à Saké. Toutefois, la ville de Saké demeure sous contrôle de l'armée régulière. Les FARDC sont plus que déterminés à récupérer tous les territoires conquis, à en finir avec cette guerre d'agression et à traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Ces affrontements ont provoqué le déplacement massif des populations venant des villages environnants de Saké, leur redoute un drame humanitaire. Dans les combats, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, est tombé l'arme à la main. À Massissi, par contre, on a enregistré 5 blessés à la suite d'un bombardement d'un hôpital par des forces négatives du M23 et RDF. En semaine, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a appelé le Conseil de sécurité et la communauté internationale de tirer les conséquences dans l'immédiat du caractère belliqueux du Rwanda qui sape les résolutions assorties de l'accord 4 du processus de paix de Luanda. La vie reprend son cours normal à Goma après la psychose. Des appels à la solidarité des soutiens à nos forces armées se sont multipliés pour la poursuite de la défense de l'intégrité territoriale. Des voix se sont également levées pour sensibiliser la population à la vigilance. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a confirmé la présence des militaires rwandais sur le sol congolais, qui est une violation du droit international. Il a condamné les attaques des RDF sous le label du M23. Sécurité toujours en Ituri, la réduction des miliciens Maïmaïra.
autre actualité, Kinshasa, la capitale, a vécu en début de semaine une perturbation du trafic suite à la grève des chauffeurs de transport en commun. Ces derniers protestaient contre les tracasseries routières et la nouvelle grille tarifaire de transport établie par l'hôtel de ville. Des pourparlers sont en cours. Du côté des professeurs d'université, la grève a été levée. Un pacte social a été renforcé dans le respect des engagements pris par le gouvernement central après avoir trouvé un cadre de dialogue avec la vice-primature de la fonction publique. En santé, les hôpitaux généraux des références du Bazouélé, dotés de matériel et équipements médicaux pour l'amélioration de la prise en charge des patients. À Kinshasa, par contre, poursuite des distributions des équipements médicaux dans le cadre du programme de la maternité gratuite, et ce, pour consolider la gratuité de la maternité. Terminons cette page rétrospective par des cas de malnutrition des enfants signalés dans la province du Kwango. Et ce sont des cas fréquents, des ambulances en situation d'urgence se retrouvent bloquées en cours de route. Ça se passe à Kinshasa. La cause en est bien connue, pas de voie prioritaire. Ce déficit a inspiré ce dossier d'Eurydice Kitutu. À bord de cette ambulance, il y a un patient qui, sur demande de son médecin traitant, est transféré dans un autre centre hospitalier pour d'autres examens ou une hospitalisation. Le trajet peut être long ou court. La seule difficulté est l'état des infrastructures routières qui mènent vers les centres hospitaliers, dont la plupart sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas de la commune de Kinshasa. Nous sommes déjà dans une commune presque enclavée, mais on s'est débrouillé tant soit peu avec. On a une ambulance ici. Quelques structures de la zone de santé aussi ont des ambulances qui nous amènent les malades à temps convenable. On s'est débrouillé avec. Sinon, quand on nous appelle, s'il y a un malade à la maison, on se dépêche, même avec nos civières, les jeunes gens du quartier aussi, c'est des merdes pour aider les blessés ou les malades à arriver à atteindre l'hôpital. Le transfert des patients ou des victimes des urgences nécessite des ambulances dites médicalisées. Quand plus un personnel qualifié dans cette ambulance, et surtout la qualité des routes qui permet de relier le plus proche des centres de prise en charge, ça c'est quelque chose d'important. Une ambulance est un véhicule prioritaire au même titre que les véhicules de la police de lutte contre l'incendie, mais malheureusement n'a pas accès facile sur la voie publique. Et parfois, elle fait objet de tracasseries policières. C'est pour ça. Le policier a gagné ambulance. Malade est dans la responsabilité. Chauffeur, allez, il a gagné ambulance. Si la voirie de Kinshasa est délabrée, celle de la commune de Kinshasa est en chantier. En son temps, l'avenue Wangata dans la commune de Kinshasa, voie à sens unique, était une voie prioritaire qui menait directement les citadins en cas d'urgence vers l'hôpital général de référence ex-Mamaemo, aujourd'hui hôpital universitaire de Renaissance. Réhabilité à 50%, l'avenue Wangata nécessite sa réhabilitation totale pour faciliter l'accès et la sécurité des personnes à bord des véhicules de services sanitaires. Avec la nouvelle politique de l'aménagement de la ville, il est impérieux de penser à prévoir les voies prioritaires en cas d'urgence. Et c'est la suite de l'actualité. Vous savez que l'un des moyens de lutte contre les embouteillages à Kinshasa, c'est notamment la relance du trafic ferroviaire, les tronçons, gare centrale, aéroport d'Ndjili, Ndolo, Kitambo, magasin. Voilà une idée que des experts ont mûri. C'est un reportage de Pierre Mbouy Saïdi. L'Office national des transports, par le biais d'un panel d'experts multisectoriels, de son conseil d'administration de sa direction générale,
s'engage à apporter sa grande contribution dans la lutte effrénée contre les embouteillages qui se vivent actuellement aussi bien à Kinshasa qu'au Congo profond, en désengorgeant les principales voies routières à travers les processus de la relance du trafic ferroviaire sur toute l'étendue du pays, parmi lesquels la ligne allant de la gare centrale jusqu'à la place Masina Ntwenge vers l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Nous avons reçu des instructions fermes de son Excellence Monsieur le Président de la République pour que dans les meilleurs délais nous puissions rétablir la voie gare centrale aéroport ainsi que Ndolo Kitambo. Parce que la mobilité des personnes et de leurs biens dans cette ville, ça devient une urgence absolue et l'ONATRA c'est une solution pour aider le gouvernement. Dans la matérialisation concrète de cette volonté républicaine, les 10 experts, bravant toute difficulté inhérente, tant sur le dressing qu'à pied, ont effectué une itinérance sur cette voie. Une descente qui leur ont permis de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de cette voie ferrée. Dans un premier temps, nous travaillons sur le tronçon limité Ndjili et puis ensuite on va continuer jusqu'à terminer tous les tracés. Nous allons demander à la population de Masina de pouvoir accompagner l'ONATRA pour que la reprise de ces travaux puisse aboutir au bon port. Il convient de souligner que cette voie ferroviaire, qui va de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Ndjili, va désengorger certains tronçons routiers de la capitale congolaise et va traverser plusieurs communes des différents districts de Kinshasa, comme la Gombe et Barumbu dans la Lukunga, Limité dans la Funa et Masina dans le district de la Tchango. Et puis le directeur provincial de la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux à Kinshasa, vient de conduire une visite du bureau de l'Assemblée provinciale de la capitale sur le projet de rocade. Ils ont ainsi palpé du doigt l'immensité de ce projet et les contraintes auxquelles il fait face. Reportage Eric Kabamba, Robert Kalimba. Sous la conduite de Junior Poubalenda, directeur provincial de la CGT à Kinshasa, Germaine Tinyama Nzolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Nkongolo André, son rapporteur, Moukebaï Socrates, son questeur, ont officiellement pris contact avec le projet des rocades de Kinshasa ce dimanche 26 janvier 2025. Parti de l'entrée Lutendele, outre l'évolution des travaux en cours, la visite avait également pour but de montrer aux députés l'important volume des expropriations à opérer dans la partie urbaine du projet. Les rocades de Kinshasa, c'est 63 km de routes périphériques qui ceintureront la ville. Grâce à la mise en œuvre des axes pénétrantes, elle sera une solution à fluidification du trafic dans l'ensemble de la capitale, a fait savoir le directeur provincial à ses hôtes. Ce projet se comporte très bien jusqu'à ce jour, dans le respect du planning. Mais il se pose un problème aujourd'hui, le problème d'expropriation. C'est ça même le problème qui nous a poussé en fait d'approcher le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce qu'on sait que le premier bénéficiaire en fait de ces projets, c'est les Kinois, et les Kinois sont représentés par les députés provinciaux et particulièrement par le bureau de l'Assemblée provinciale. Et il était question que eux, les bénéficiaires, puissent s'approprier en fait de ces projets, parce que nous pensons que la manière dont eux, ils vont transmettre le message sur les questions d'expropriation, le discours sera un peu plus direct qu'à notre niveau de technique. Au point de vue des travaux, sur la partie périurbaine du projet, qui n'a pas nécessité beaucoup d'expropriation, des gros changements sont constatés. La couche de base est rechargée quasiment à 100%, des bordures sont encastrées peu à peu sur toute la linéaire et des trottoirs sont en cours de construction, pendant que la stabilisation des talus se pratique, des avancées saluées par les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On en a entendu parler, mais on devait palper du doigt pour voir vraiment ce qui se passe et on est très contents. Actuellement, la commission des expropriations pour utilité publique s'attelle à négocier avec le riverain dont les actifs sont sur les tracés afin d'aboutir à l'expropriation pour trouver l'emprise suffisante pour le passage de cette route salutaire. Des têtes d'érosion qui se multiplient par-ci par-là dans la capitale congolaise. C'est le cas de la commune de Lansele. Les victimes lancent ce cri d'alarme dans un reportage signé Chati Kuene.
Ces images parlent d'elles-mêmes, les tests d'érosion qui ravagent les maisons des paisibles citoyens. L'inquiétude s'installe de plus en plus auprès de la population du quartier Manguengue dans la commune de Lantélé. Chaque jour qui passe, elle s'interroge sur son sort. Elle lance ainsi un cri de détresse. Elle a fait appel à nous pour visiter sa maison suspendue sans intervention. Nous sommes déjà en situation d'urgence. L'érosion a déjà détruit quelques maisons, vous avez pu le voir, et d'autres sont menacées. Les pluies de mars, avril, mai sont pour bientôt. Et elles pourront faire encore plus de dégâts que ce que vous avez vu. Nous demandons à la maman qu'elle soit notre porte-parole auprès du président de la République. Nous sommes ses enfants. Sensible à cette situation, l'élu de la Tchangou, l'honorable Marie-Kate Moutinga, est allé réconforter les familles victimes de ces catastrophes naturelles qui maintiennent aujourd'hui une partie de la population à vivre sans abri. Nous reconnaissons les vrais élus du peuple quand ils s'associent au malheur de la population. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour partager votre douleur. Nous allons contacter les ministres concernés pour qu'une solution soit trouvée et que la population vive en paix, a déclaré l'honorable Marie-Kate Moutinga. Quelques pistes de solutions proposées par les représentants des notables, M. Jean-Pierre Kalala. Le grand travail à faire pour les quartiers comme les nôtres, c'est-à-dire faire des collecteurs d'eau et des grands caniveaux qui conduisent l'eau vers les cours d'eau, parce que nous sommes traversés par des cours d'eau qui tous vont vers le fleuve. Du Chati Kiweme. Notez également que les acteurs clés du secteur de la construction ont longuement réfléchi sur la réglementation en vigueur dans ce domaine. Un atelier organisé par le club des bâtiments, travaux publics et chambres de métiers et artisanat avec à sa tête Jean Bamanissa. Reportage Yolande Voka. Les effroyables images des immeubles qui s'écroulent comme des châteaux de cartes doivent appartenir au passé. Il faut donc un cadre réglementaire strict pour éviter de drames. C'est dans ce contexte que le club bâtiment travaux publics et la chambre de métiers et artisanat, sous le leadership de l'honorable Jean Bamanissa Saïdi, ont rassemblé chercheurs, architectes, urbanistes, ingénieurs ainsi que décideurs sur l'examen d'un cadre normatif dans le domaine de construction en République démocratique du Congo. Quelles sont les normes qu'il faut utiliser pour construire? Et c'est la mission que s'est assigné le club de BTP et de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous allons, après cet atelier, faire des propositions pour permettre au secteur de la construction de disposer des normes qui peuvent garantir la qualité et la conformité des ouvrages. Il faut aussi reconnaître que les maîtres de l'ouvrage, c'est-à-dire que les propriétaires de ces immeubles-là, parfois demandent aux professionnels de poser des actes qu'il ne faut pas et souvent ça aboutit à des résultats qui sont catastrophiques et même dramatiques parfois. Qui peut construire? Quand et comment? Des interrogations qui mettent en exergue la célérité avec laquelle le choix doit s'opérer dans le domaine aussi rentable que celui de construction. La ville de Kinshasa est exposée à l'insalubrité. Les grandes artères et routes secondaires se transforment en décharges publiques, un phénomène qui prend de l'ampleur, surtout au centre-ville. Le cas de l'avenue Kassaï, tronçon compris entre Tombalbaye au Congo menant jusqu'à l'avenue du Commerce, envahi par des immondices. Yvette Mankoutima et Fiston Avingana ont fait ce constat. Avec ses près de 15 millions d'habitants, Kinshasa produit des déchets au-delà de la moyenne. D'où il faut une politique claire en matière de gestion des déchets pour éviter les montagnes d'immondices qui jonchent la capitale. L'exemple le plus illustratif, c'est l'avenue Kassaï, une voie en plein centre des affaires, dont le tronçon compris entre Tombalbaye au Congo, menant jusqu'à l'avenue du Commerce. Ici, les passages sont trop étroits pour les passages de piétons, des taxis-motos et autres engins.
Les véhicules n'empruntent plus ces tronçons. Quand il pleut, même les piétons ne savent pas passer. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Une situation qui expose les habitants de ces coins de la capitale à plusieurs maladies, aggravant ainsi la résistance de pathologies endémiques telles que le paludisme. Ces immondices doivent être évacués. Nous sommes tout le temps souffrants à cause de l'insalubrité, paludisme, fièvre, typhoïde. L'évacuation de ces immondices est une urgence pour la population. Ces tronçons dégradés mènent jusqu'au boulevard du 30 juin. Notre espoir se repose sur les nouveaux programmes du gouvernement provincial Kin et Zobunga. Avec l'engagement pris par l'exécutif provincial dans la réhabilitation de certaines artères et l'assainissement de voies principales qui composent la voirie urbaine de Kinshasa, le compte à rebours a été lancé pour débarrasser Kinshasa de l'insalubrité actuelle. Gratuité de la maternité dans le Haut-Katanga, le ministre provincial du budget matérialise cette vision du président de la RDC. Plus de 5000 femmes ont été prises en charge. Commentaire. Un bon élève de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme de la couverture santé universelle, volet gratuité de la maternité, le ministre provincial de budget du Haut-Katanga, Jean Dédié Moulenda, à travers le centre de santé de l'ONG Salama Cité de Jeunes, a apporté son appui à plus de 5000 femmes qui ont accouché gratuitement et les nouveau-nés totalement pris en charge. 5816 accouchements gratuits. Ces accouchements nous ont donné 6022 bébés, ce qui fait un total de 11 838 personnes qui ont bénéficié des médicaments gratuits au cours de l'année 2024. Une visite qui a apporté de la joie aux bénéficiaires qui ont reçu, quant à eux, des kits de soins pour les nourrissons. Je suis très heureuse ici. Mon bébé, j'ai fanté ici seulement, c'est gratuitement. J'ai eu le point de Sahel là. Je remercie Jean Dédié Moulenda, que Dieu te bénisse. Très engagé et déterminé à servir les autres, l'élu de l'IDPS dans le Haut-Katanga, Jean Dédié Moulenda, qui avait à ses côtés l'honorable Francine Maoua Kassongo, a encouragé les femmes à participer régulièrement aux consultations pré- et post-natales pour le dépistage et la prise en charge d'éventuelles pathologies, une bonne façon de lutter contre les complications d'avant ou après accouchement. 26 janvier, journée internationale de la douane, et à Kinshasa, la DGDA, qui est l'interface congolaise en cette matière, est à fond dans les réformes en vue de faciliter les échanges commerciaux et réduire les obstacles au commerce. Rekin Zuziloya, reportage. Des touches vibrantes qui rendent indélébiles les accomplissements, les réformes et les partenariats mis en branle par l'équipe Bernard Kabese Moussangu, directeur général de la DGDA, ont été plus que remarquables ce vendredi 24 janvier, jour anticipatif de la célébration de la journée internationale de la douane, le 26 janvier 2025, qui tombe un dimanche. Ne voulant pas déroger à la règle, la communauté douanière congolaise représentée à Kinshasa s'est retrouvée dans une fusion harmonieuse et teintée de modernité, reflétant l'évolution au sein de cette régie financière selon les normes de l'Organisation mondiale des douanes OMD, a renseigné le directeur général KBC, qu'entouré les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux et des provinciaux invités. Le thème de cette année est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. À travers l'événement de ce jour, la DGDA réaffirme sa solidarité avec l'Organisation mondiale des douanes et toute la communauté douanière qui ont toujours œuvré pour la réalisation de l'objectif de facilitation des échanges par l'élaboration des règles de procédure standards et des partages d'outils adaptés. C'était sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Les directeurs des ressources humaines et le président de la délégation syndicale ont tour à tour brossé les avancées au secteur administratif et la prise en charge selon le cahier des charges avec l'employeur. Des certificats de reconnaissance
pour l'assiduité au travail ont été également remis aux cadres et agents méritants de la DGDA ainsi que des présents au moment de l'échange des vœux qui ont ponctué cette célébration. Et nous avons également cette présentation de la politique de mise en œuvre du plan stratégique 2024-2028 de l'Ordre national des experts comptables de la RDC. C'était à l'occasion de la prise de fonction du nouveau président de l'ONEC. Reportage Jacques Méji, Patrick Kachala. Cérémonie officielle organisée à Hilton Hotel. Plusieurs invités experts comptables étaient à la remise et reprise et à l'installation des nouvelles autorités de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. Après lecture du rapport général de l'ONEC et signature du procès verbal, Benjamin Zaïlou, président sortant, a remis le symbole du pouvoir au président national entrant, Jean-Marie Ntumba Kabalambi. Dans son discours, Benjamin Zaïlou a souhaité voir l'ONEC continuer à jouer pleinement son rôle. Monsieur le Président, chers confrères, permettez-moi d'affirmer aujourd'hui que vous êtes une personne que je connais depuis plusieurs années et pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, en raison notamment de votre sens des responsabilités très élevé, de votre intégrité et de la solidité de votre engagement dans tout ce que vous entreprenez. Je formule un vœu, continuer avec constance de mettre à contribution ces qualités dans votre action à la tête de notre ordre pendant votre mandat. Le nouveau président de l'ONEC, Jean-Marie Ntumba Kabalambi, a dévoilé sa politique de mise en œuvre du plan stratégique durant les 5 ans à venir. À travers le nouveau mandat, nous devons faire de l'ONEC un pilier de la bonne gouvernance et de la transparence financière. Nous avons une responsabilité envers les institutions publiques pour garantir les prestations de qualité. Puis s'en suivra la présentation de l'équipe restreinte du Conseil national et pour lier l'utile à l'agréable, les spécialistes de la cryomixologie, le mixologue, a servi le cocktail. Et on retourne dans le Haut-Katanga où 6 professeurs nouvellement admis à l'éméritat à l'université de Lubumbashi ont été honorés pour leur contribution exceptionnelle à l'enseignement et à la recherche. Reportage. 6 étoiles de la science et bibliothèque vivante, tel est le portrait que l'on peut dresser de Amourine Pala, Biro Rouge-en-Paul, Tchabou Mumba, Monumba Tingasha, Mwema Mutomba et Chilombo François. Devant le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula et les éminentes personnalités, ces 6 personnalités ont reçu à juste titre les honneurs et les présents de l'UNILU. Le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'université de Lubumbashi, a souligné la valeur inestimable de ces intemporels. Vous faites partie de l'histoire de ce pays par l'histoire de l'université de Lubumbashi. Cette histoire que l'université ne saurait écrire sans passer déjà par vos traces et par ce sillon dont vous êtes de façon très remarquable le promoteur et l'auteur. Les témoignages poignants de la communauté universitaire, des autorités provinciales et de la ministre de tutelle Marie-Thérèse Sombo ont mis en lumière l'impact profond que ces personnalités ont eu sur l'ensemble de la communauté universitaire. Vous êtes des étoiles brillantes au firmament, témoins d'un Congo créatif. Vous êtes des accoucheurs de sens, des véritables découvreurs des terras incognité, des maîtres en compagnonnage productif. C'est le professeur Tchabou, recteur honoraire de l'UNILU, qui a dit la reconnaissance des mérites au nom de ses pairs. Un grand merci au recteur de l'université de Lubumbashi et tout son comité de gestion d'avoir pensé nous honorer à travers cette cérémonie grandiose. Il n'a fait qu'un parti politique donc se dote des nouvelles infrastructures. Sa présidente nationale a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du siège de la sous-fédération de Munkambo dans le Haut-Katanga avant d'appeler au soutien au FRDC. Yvette Makoutima, Cédric Kenina. Ça sera pour la première fois dans l'histoire de la sous-fédération UNAFEC Mokambo dans le Haut-Katanga qu'un bâtiment répondant aux normes sortira des terres. On aura donc ici un siège fédéral moderne. La pose de la première pierre a été faite
par la députée nationale Mireille Bibi Massangou, présidente nationale de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, accompagnée de quelques membres du comité provincial et national. La présidente de l'UNAFEC en a profité pour improviser une marche avec les militantes et militants de Mukambo venus nombreux. Une marche de détermination et de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Retour dans le contexte. Elie Kabolé, au cadre de l'UNAFEC, dans son discours, a confirmé que cette formation politique, qui porte un nom historique, celui de Gabriel Kyungu Akumwenza, soutient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Dans un langage clair, Mireille Massangou Bibi Mouloko a réitéré également son soutien au président de la République avant de lancer un message de soutien aux populations et aux forces armées de la République au front dans le Nord Kivu. À Likasi, toujours dans la province du Haut-Katanga, Mireille Massangou Bibi Mouloko a présidé la cérémonie d'installation des responsables des différentes brigades de l'UNAFEC. Occasion pour la troisième vice-présidente Angélique Kyungu de signifier à l'assistance que l'UNAFEC reste et restera toujours une formation politique liée à la défense de la patrie. Et bien avant, l'inspecteur général chargé de la jeunesse, Zazou Simbi Kabulo, a exhorté les 18 nouveaux responsables à une loyauté sans faille. Et nous bouclons avec ce dernier reportage qui vient de tomber sur notre desk. La Commission électorale nationale indépendante dément avoir détourné 21 mois d'arriérés de salaire de ses anciens collaborateurs. Elle s'engage à les accompagner pour rentrer dans leurs droits. C'est l'essentiel du communiqué rendu public par le questeur de la centrale électorale, un élément de Jean-Pierre Ndolo-Demazi. Depuis quelque temps, il s'observe à travers les réseaux sociaux et sur la place publique des actions de revendication des anciens membres de la CENI de 2013 à 2019 et de leurs collaborateurs, imputant faussement l'actuel management de la Commission électorale nationale indépendante d'un prétendu détournement de 21 mois de leurs arriérés de salaire et indemnités de sortie pour la période dépassant leur mandat 2020-2021. À ce sujet, avec indignation, la CENI tient à clarifier et à fixer l'opinion publique qu'elle n'a jamais encaissé du gouvernement de la République les fonds subdivisés. Cependant, des éléments vérifiables à la disposition de l'actuel management de la CENI révèlent que le gouvernement de la République avait apuré entièrement les arriérés des salaires de 2019 en faveur de l'ancienne équipe et ce, par virement bancaire dans leurs comptes individuels respectifs. S'agissant des salaires de la période 2020-2021, la CENI atteste que l'ancienne équipe avait totalement encaissé les crédits y alloués au titre de rémunération pour les années 2020-2021 subdivisés comme repris dans les différents rapports annuels correspondant à cette période. Par ailleurs, leur réclamation actuelle porterait sur un manque à gagner dû à la fluctuation monétaire de leur salaire qui aurait été indexé en dollars américains correspondant aux années sus-évoquées. Il ne s'agit donc pas de leurs arriérés de salaire détournés et impayés comme ils le prétendent. Il apparaît évident que les accusations portées contre la CENI ne reposent sur aucun élément avéré car il est de principe des finances publiques que, émergeant du budget annexe, la rémunération des membres et agents de la CENI relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République qui dote la CENI des fonds relatifs à la rémunération parce qu'elle ne génère aucune ressource en propre. Ce faisant, il est impérieux de rappeler que le management actuel de la CENI n'a ni intérêt, ni le pouvoir, ni la possibilité d'obstruer la liquidation d'une créance à ordonnancer par le gouvernement. En tout état de cause, porté à son élan humain et social en faveur de ceux qui ont servi et qui servent l'institution, la CENI reste ouverte à accompagner dans la stricte observance de règles en matière et respect mutuel une délégation de l'ancienne équipe dans toutes les démarches légitimes qu'elle jugera utiles en direction des autorités compétentes en vue de clarifier et dénouer ce dossier.
Un journal réalisé par Yolande Voka sous la coordination éditoriale de Rudy Sekitoutou. Madame, Messieurs, merci de votre particulière attention. Vous suivrez le journal de Bobo Anan Mokondi à 23h. Et en attendant, donc, je vous souhaite de passer un bon début de semaine à tous. Donc.